Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré évidemment à l'actualité. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Mansour Kamardine, l'homme public. C'est pas l'avocat qu'on reçoit aujourd'hui, l'homme public, peut-être même encore ce qui reste de l'homme politique. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accédé à notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Ah bon ? Oui, en direct. On va vous interroger sur trois domaines, 3 points, si vous en êtes d'accord, évidemment. Total, on va en parler, le STM, mais j'aimerais qu'on commence tout de suite par la taxe d'aménagement et cette fiscalité qui arrive pour 2014. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette fiscalité ? L'égalité devant l'impôt ? Non, pas du tout. Au contraire, je suis un forcené de l'égalité et du droit commun. Mais nous ne pouvons pas d'un côté dire, et c'était la position que nous avons toujours défendue, que les choses vont se faire de manière progressive, notamment quand il s'agit des mesures sociales, tout ça, et puis s'agissant de l'impôt, qu'on dit que tout tombe brutalement. Je crois que tout va de pair et c'était le sens du pacte pour la départementalisation, de dire que toutes ces choses-là vont se mettre en place progressivement. S'agissant de la taxe d'aménagement, qui est aussi des moyens financiers destinés à participer à l'aménagement, comme son nom l'indique, du territoire, avec avec les constructions du Conseil général. Le Conseil général destiné, à l'aménagement, notamment lorsqu'on construit. Eh bien, là aussi, on aurait pu faire les choses de manière progressive. Il y aurait eu une petite consultation entre les différents responsables. Peut-être que nous aurions eu des évolutions. On me dit que ça a été décidé parce qu'il fallait donner un signal fort à l'État, comme quoi on était déterminé à aller donner un signal 1%. fort. 1%. Pris comme ça, 1% c'est rien, mais en réalité, si on regarde dans les détails, ça va coûter très cher. Je prends un exemple, logement social. Nous savons que Mayotte souffre beaucoup en ce domaine puisque la politique sociale du gouvernement en matière de logement est inexistante à Mayotte. Il faudra la mettre. Et donc, on va avoir des gens qui ont déjà beaucoup de difficultés pour construire. Si on met 4-5 ans pour construire une case à 2-3 pièces pour loger ses enfants, on va vous dire, le projet 4 pièces, ça coûte, 40 000 euros. Vous allez payer 1% de 40 000 euros. Ça fait facilement 4 000 euros. 4 000 euros. On dit que la vie est chère à Mayotte et on va leur demander à des gens qui n'ont rien de payer 4 000 euros. J'ai peur que lorsqu'on a pris cette décision, on en pensait seulement aux grandes structures en disant qu'ils ont les moyens, et TPC ou autres, pour ne citer que cela, Colas, et que donc ils vont payer. Ils ont oublié qu'en réalité, tous les petits bouénis là qui vont construire leur case pour leurs filles et autres, ils vont payer la taxe d'aménagement. Mais peut-être qu'il va falloir revoir la méthode de construction, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des maisons de 300 ou 400 mètres carrés, on n'aura pas des chambres de 60 mètres carrés, mais peut-être comme en métropole, des chambres de 10, 15, déjà 15 mètres carrés pour une chambre. Je parlais des cassim. Manifestement, vous ne vivez pas dans les cassim, vous aurez compris que ce ne sont pas 200 mètres carrés de construction. Je vous arrête tout de suite, excusez-moi, parce qu'il y a exonération pour les logements sociaux et les cases CIM à loyer modéré. Oui, mais il encore faut-il qu'il faut qu'on les convienne, qu'on les identifie. Aujourd'hui, je disais qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de politique de logement social à Mayotte, donc chacun construit. Est-ce que moi, quand je prends l'initiative de construire ma case sans aide de l'État pour loger mes 4 enfants sur 2 ou 3 pièces, est-ce que je suis dans un logement social ? Le logement social, c'est les logements qui sont construits par la CIM. Et donc c'est cela, je dis, il y a une vraie difficulté qui n'a pas été pensée. On aurait pu imaginer également qu'on commence très bas avec une progressivité dans le temps. Par exemple, à 0,1 au début, à 0,5 dans 5 ans, à 0,80 dans 10 ans, et puis ainsi de suite, puisqu'on nous dit que l'égalité devait se faire. Regardez, ne serait-ce que l'indexation, on nous dit qu'il se fera à échéance de la législature, enfin en tout cas sur 5 ans. Donc je crois qu'on aurait pu ici imaginer la progressivité, et on est là au cœur de ce qu'on disait, que nous ne pouvions pas mettre tout d'un coup, parce que ça déstructurerait complètement l'économie et le social à Mayotte, et on est en plein dedans. Juste avant de donner la parole à Sam, ça va avoir quoi comme conséquence pour les gens qui risquent de ne pas avoir les moyens de payer ça ?
Ils ne pourront pas construire, ils n'auront pas leur permis et j'imagine que la répression sera féroce et ainsi de suite. Et donc il faut, si je pouvais... ça peut avoir une incidence sur le... c'est certainement, et, comme je disais, sur la vie chère, sur la construction, ainsi de suite. Donc je vais en appeler à la prise de conscience de nos élus pour qu'éventuellement ils puissent revenir rapidement sur ce dossier et imaginer une progressivité qui prenne en compte la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que aussi longtemps que l'État n'aura pas institué ici une véritable politique de logement social, sans déstructurer tout ce que nous avons qu'on a en conception sociale du logement à Mayotte, ce sera difficile, quoi. Alors, c'est juste pour repréciser, il y a la taxe d'aménagement se décompose en deux parties. Il y a le conseil général et les mairies. Oui. Le conseil général, c'est maximum entre 0 et 2,5. Ils ont choisi 1%. Pour couper la poire en deux. Par contre, les communes, c'est entre 0 et 5%. Et chaque mairie, chaque année, va devoir décider. Donc, ça peut être votre maire qui, un jour, décide, avec son conseil municipal, de mettre 5% et de taxer. Mais ça signifie aussi, Mansour, dans les conséquences, que toutes les maisons qui ont été construites sans permis de construire ces 30 dernières années vont devoir être régularisées d'une manière ou d'une autre et vont devoir passer par la taxe d'aménagement. Je ne sais pas ce point particulier qui est un point très technique, il faudra vérifier, mais si tel est le cas, vous voyez bien que, à la limite, je trouve que ceux qui ont déjà construit, à qui on demande de payer 2 000, 3 000 euros, ils feront l'effort, mais ceux qui veulent se construire, comment ils vont faire? Déjà, ils ont du mal, parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui sont au SMIC, qui construisent parce qu'ils n'ont aucune aide, et pour se loger avec des enfants, et ainsi de suite, qui vont construire jour après jour, pierre après pierre, sur 2, 3, 4 ans, pour construire. On va leur dire, avant de pouvoir avoir un permis de construire, vous allez d'abord payer votre taxe d'aménagement. Ça veut dire quoi? Qu'on va aller plus vers le locatif que les titres de propriété? C'est certain que c'est cette direction-là qui va être prise, mais qui déstructure complètement la société mahoraise parce qu'elle n'a jamais été conçue dans des locatifs. Elle a été conçue toujours dans des propriétés. Donc, au lieu de mettre des dispositifs qui permettent de favoriser l'accès à la propriété, qui est la politique suivie au plan national, on va trouver une population avec sa culture qui avait déjà la politique de l'accession à la propriété. On va lui dire, vous allez faire un retour, vous allez aller dans le... Vraiment, c'est une difficulté. Donc, il est plus que temps. Et moi, je vais dire aux élus, notamment aux maires, de ne pas céder au fantasme de tout vouloir absolument trouver des ressources là il n'y en a pas. Je crois que ce n'est pas dans ces types de constructions-là qu'on redressera les budgets communaux. On change de sujet, si vous êtes d'accord. On parlait ce matin et on saluait le travail de Daniel Zaïdani. C'est rare sur cette antenne, mais on le fait quand il nous semble que c'est le cas. Il a réussi, hier il est arrivé à Mayotte, il était en métropole, il est rentré à Mayotte, et il a enchaîné sur une réunion qui a démarré à 14h, il a terminé aux alentours de 19h15 grosso modo, avec succès, puisque la grève du STM est terminée. Quand on est politiquement pas forcément du même côté que quelqu'un, est-ce qu'on sait saluer une victoire? Absolument. C'est le cas aujourd'hui? Absolument. Moi, je suis tout à fait heureux de savoir que Daniel Zaïdani a réussi à trouver un terrain d'entente, parce que j'ai toujours dit, depuis très longtemps, que les revendications, ou la revendication qui consiste à dire je demande la tête d'un tel, c'est une difficulté. Ce n'est pas une grève. Donc, ce n'est pas une revendication. Donc, dire que non, on ne va pas céder sur ce terrain-là parce que la personne, il n'y a aucun fait fautif qui peut être reproché à cette personne, c'est une excellente chose. Mais il est vrai qu'au STM, on avait pris disons des habitudes, parce que ce n'est pas la première fois qu'on avait obtenu la tête des gens qui étaient là-bas et qui demandaient qu'à travailler et à veiller à ce que les choses se font dans les règles de l'art, qu'on a demandé leur tête et qu'on les avait obtenues. Je pense notamment à mon ami Maolida Soula, il était contrôleur de gestion, c'était du temps du préfet. Pour sa paix sociale, le préfet de l'époque avait accepté de dégager Maolida Soula. Puis il y a eu après une fille qui était là également, c'était Maolida. Donc je crois qu'il faut que tous les Mahorais qui nous entendent, qui comprennent que nous ne pouvons pas
avoir comme revendication dans les services, dans les entreprises, la tête des gens qui y sont. Voilà. Donc, je suis content. Je suis content qu'on est arrivé à une solution, même si on me dit qu'elle est transitoire, qu'au bout de 3 mois, il faudra qu'elle parte. Il faut que nous sachions que le fonctionnement du STM est de la responsabilité du président du Conseil général. Je ne le souhaite pas, mais si par malheur il devait se produire un grabuge de grande ampleur, c'est Daniel Zaidani qui se trouvait aux premières loges. Ce ne sont pas les gens qui demandent la tête des gens compétents. Toujours sur le STM, le président d'Ushina, sur ce même plateau, à votre place, expliquait que tôt ou tard, il faudra se pencher sur un nouveau système du STM. Il a évoqué la privatisation du STM. Il a parlé du pont aussi. Votre sentiment là-dessus, vous êtes d'accord avec lui? Il va falloir un jour penser à rénover, à réformer le STM. Je crois que vous n'avez pas lu même mon projet de campagne de la dernière fois de 2012. Ça a figuré en tête la construction du pont entre la Petite Terre et la Grande Terre. Et j'étais le seul candidat à l'époque qui voulait porter ce projet. Donc plus on y va, plus je crois que ce sera une réalité. Et puis il est clair que petit à petit, le Conseil général, il est dans l'intérêt de tous que le Conseil général abandonne tout ce qui tombe dans le régime concurrentiel, notamment les transports, qu'il fasse une délégation de service public. Nous l'avons fait pour les transports scolaires, nous l'avons fait pour les hydrocarbures, nous l'avons fait, il faudra un jour qu'on y arrive pour le STM. Donc en même temps qu'on le fera pour le STM, il faudra que nous construisions un pont parce qu'il est inacceptable. Et c'est là où on a le principe de continuité territoriale qui n'est pas appliqué parce qu'il est impensable qu'à 1h du matin, entre la Petite et la Grande Terre, il n'y a plus d'activité. On a mis 10 ans pour faire le pont de Tsunzu, il faudra combien de siècles pour faire le pont entre Grande Terre et Petite Terre? Écoutez, c'est une question de volonté. Maintenant que nous avons cette chance insolente d'avoir accès aux fonds structurels européens, il faudra que nous posions peut-être le projet maintenant et qu'au prochain de CUP, nous puissions avoir un projet qui soit constructible. Donc ça pourrait aller très vite. Ce qui manque pour l'instant, c'est la volonté politique. Sam ? Lors de votre campagne en 2001, pour votre première législature... 2002, pardon, oui, mais je pense à la campagne. Vous militiez pour des barges gratuites. Bamana, vous avez interdit cette promesse de campagne. Est-ce que vous seriez toujours pour une gratuité des barges ou une gratuité du pont si un jour il y avait un pont? Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus en 2001, donc il ne faudra plus revenir. Mais ceux qui le disaient à l'époque, qui ne voulaient pas, mais moi je le disais parce que je considérais que la barge était déjà financée. À partir du moment où on n'a pas suivi cette solution-là, il faudra peut-être qu'on imagine à équilibrer le fonctionnement du STM. Ça coûte aujourd'hui 12 millions d'euros. Eh bien, il faut qu'on trouve des systèmes. Si on ne peut pas l'équilibrer, il faut le confier à une gestion privée qui trouvera les moyens de l'équilibrer. Et puis, s'agissant du pont, il n'y a pas forcément besoin de mettre le pont gratuitement puisque ça ne concerne pas les passagers piétons, gratuit pour les piétons et sera payable pour les véhicules comme ça se fait aujourd'hui. Les véhicules payent, mais moi je suis allé visiter à l'époque justement à la demande du feu président Bamana voir un petit peu du côté de l'île de Ré comment les choses se passaient. Eh bien les véhicules payent, donc il n'y a pas de raison que les véhicules, quand on a la possibilité d'acheter une voiture, on peut avoir la possibilité de payer 5 € pour traverser un pont ou 1 €, peu importe le prix que ça a mis en place. Kamardine, vous êtes l'un des précurseurs, en tout cas parmi ceux qui ont favorisé l'implantation de Total ici à Mayotte. Aujourd'hui, il y a cette grande et j'allais dire gigantesque revendication sur l'ensemble des DOM. Total s'insurge, Total et l'ensemble des professions liées à ce domaine-là s'insurge contre effectivement le décret de Victorin Lurel. Vous comprenez qu'aujourd'hui il y a un problème malgré les marges de Total? Je considère qu'il y a un problème. Les entreprises sont faites pour faire des marges, pour pouvoir investir. Et sinon, s'ils n'investissent pas, elles disparaissent. La difficulté, je crois que dans ce dossier-là, si j'ai bien compris, c'est l'absence totale de dialogue et le passage en force. On aurait pu imaginer qu'il y ait un dialogue. Dialogue ne veut pas dire accord sur tout, mais qu'il y ait un dialogue, et puis qu'ensuite on prenne la décision. Mais je crois qu'on a la difficulté avec ce gouvernement qui nous a toujours dit qu'il fallait dialoguer, qui dit qu'il veut dialoguer. On se rend compte, jour après jour, qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des passages en force. Mais on l'a vu avec les fonctionnaires. Ouais, on l'a vu avec les fonctionnaires, on l'a vu avec la réforme scolaire, on le voit avec Total, et ainsi de suite. Donc il y a un problème de gouvernance
gouvernance, de relations entre le gouvernement et ses partenaires, ses divers partenaires. Je crois que c'est à ce niveau-là que la question se pose. Et comme ils disent, à un moment où la crise est là, où le chômage progresse de manière continue, il faut peut-être veiller à ne pas prendre des mesures qui soient de nature à créer un séisme. Merci Mansour Kamardine. Vous restez encore avec nous quelques minutes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.